Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Félicité, maîtresse depuis plus de 10 ans. Félicité, c'est une femme qui est engagée sur tous les fronts. Elle relève chaque jour le défi de l'apprentissage face à ses 65 élèves. Elle nous parlera de la réalité de son métier, comment elle l'a vu évoluer, des problématiques auxquelles elle est confrontée chaque jour dans sa classe, mais également de tout ce qu'elle entreprend en donnant de son temps et de son énergie pour faire un monde meilleur. Bonjour Félicité. Bonjour Elodie. Merci de me faire ce plaisir d'être ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Est-ce qu'on peut commencer par ta présentation, s'il te plaît ? Je suis Abba Félicité, j'ai 41 ans. Je suis mariée, mère de 5 enfants et je vis dans une ville du sud-ouest du Gabon. Je suis maîtresse et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es devenue maîtresse et est-ce que c'était une vocation ? Non, ce n'était pas vraiment le fruit d'une vocation. Je suis arrivée à être maîtresse parce que j'ai passé un concours. Je savais que mon pays avait besoin d'enseignants. Il y avait un déficit en enseignants. Donc, après l'obtention de mon bac, j'ai fait ce concours pour aller à l'École nationale des instituteurs. J'ai fait ma formation qui a duré 1 an avec les stages. Et après, j'ai obtenu mon diplôme et au fil des temps, j'ai appris à apprécier, à aimer ce métier et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce métier. Oh, dis donc. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, peut-être comment ton métier a évolué ? Ça fait combien d'années que tu enseignes maintenant ? Aujourd'hui, cela fait 13 ans que je suis institutrice, maîtresse. 13 ans aujourd'hui parce que j'ai commencé à travailler en 2008. Donc, si mes calculs ne me font pas défaut, ça fait 13 ans aujourd'hui que j'enseigne. Et ça se passe plutôt bien. C'est vrai que toute ma carrière jusqu'à ce jour n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, des moments où j'étais acculée, des moments où je me suis sentie bien. Mais de façon générale, je garde de bons souvenirs de ce que j'ai vécu jusque-là. D'accord. Donc, quand tu as commencé, est-ce que tu avais autant d'élèves qu'aujourd'hui ? Est-ce que les conditions étaient les mêmes qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut se faire un petit parallèle entre le avant-après, si toutefois ça a évolué ? Oui, comme je disais, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Quand je suis arrivée, j'étais pleine de... En fait, j'avais quelque chose, je sentais qu'il fallait que je donne ce que j'avais appris. J'avais cette énergie, j'avais cet amour, j'avais cette force que je voulais communiquer quand je suis arrivée sur mon lieu de travail. Donc, les premières années ont été ces années-là où il fallait vraiment que je libère cette énergie-là que j'avais emmenée de l'école. Donc, je faisais mon travail avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Les élèves déjà à l'époque, j'avais pas beaucoup d'élèves. C'était autour de 45 élèves. Et les classes, ça se passait plutôt bien. Et lorsque j'arrivais dans mon école, à l'époque, l'école avait des documents, les enfants avaient des livres. Oui, on pouvait prendre des livres au niveau de la direction d'école, distribuer aux élèves, travailler. On n'avait pas ces problèmes-là. Mais au fil des temps et au fil des années, j'ai commencé à être confrontée aux problèmes et aux réalités du terrain. Parce que, quand on sort de l'école, on a un idéal, on a quelque chose dans la tête, on se dit ça va être comme ça, on a déjà ce rêve-là. Et quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est pas toujours ce qu'on espérait.
Et là, j'ai vu mon école au fil des temps commencer un peu à se dégrader. Les constructions, les structures n'étaient plus vraiment au point. Les documents qu'on avait à la base, il y avait plus assez de livres dans les écoles. Et j'ai vu des classes qu'on était obligé de fermer parce que les classes coulaient. Il y avait des toitures qui étaient avec les intempéries et tout, le vent. Il y avait des toitures que les intempéries avaient emporté et tout. Du coup, on a dû réduire les classes physiques, ont été réduites, et les élèves qui étaient là, on a dû les mettre dans les classes, et ça faisait plus d'élèves dans les classes en fait. Ça faisait plus d'élèves dans les classes. Les effectifs ont commencé à grimper, et là, il fallait maintenant gérer les choses. Quand tu as une classe de 70, c'est pas comme quand tu as une classe de 40. Ça commence à devenir difficile. Il faut chercher où les mettre, où les faire asseoir, comment gérer une classe qui n'est pas tout à fait au point, où la toiture coule par exemple, où il n'y a pas tous les livres qu'il faut. Tu as peut-être pour 70 élèves, tu as peut-être 30 livres ou 20 livres. Il faut chercher à les rassembler autour d'un livre pour que chaque enfant puisse lire, parce qu'il faut le dire, les parents très peu peuvent donner des livres à leurs enfants pour venir à l'école. Très peu peuvent pouvoir aux besoins scolaires de leurs enfants. Donc, parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher, et parce qu'on a des parents pauvres, parce qu'on a beaucoup d'orphelins, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui vivent avec leurs grands-parents qui se débrouillent. Donc, ils sont les plus nombreux, et quand ils arrivent, ils n'ont pas tout leur matériel scolaire, et souvent, on est obligé de soit s'il y a des documents à l'école, les utiliser, les livres, les utiliser, et s'il y en a pas, c'est là où ça devient compliqué. Donc, il fallait trouver des stratégies pour que les enfants lisent. Et souvent, je me suis rendu compte à la longue qu'il fallait que je mette moi-même de mon argent pour pouvoir aider ces enfants à réussir. Donc, je faisais des photocopies pour des enfants. Souvent, quand certains n'avaient même pas les fournitures scolaires, j'achetais des cahiers, j'achetais des couvertures de cahiers, j'achetais des stylos, j'achetais des choses pour pouvoir aider, et les parents de ces enfants-là venaient me voir et me disaient: Madame, on a vu à la direction, on voit avec vous, on n'a pas assez d'argent, il faut attendre qu'on ait de l'argent pour acheter les cahiers. Et comme moi je voulais travailler avec ces enfants-là, j'étais obligée à chaque fois de mettre un peu des moyens là-dedans pour pouvoir aider les enfants à apprendre. Donc c'est ce genre de problème qui se présentait à moi au quotidien, chaque année. J'ai été confrontée à la pauvreté des enfants, le manque, et ces enfants-là qui devenaient de plus en plus grands, parce qu'au fil des temps, il faut dire, il y a certains enfants qui ne s'intéressaient plus vraiment à l'école, je sais pas pourquoi, mais ça devenait comme une tendance générale, et on retrouvait des enfants de plus en plus grands dans les classes, c'est-à-dire qui ne voulaient plus avancer, qui restaient là dans une classe des années, parce que le redoublement est permis encore chez nous. Donc, il pouvait reprendre la classe 3 fois parce que il n'a plus d'intérêt à venir à l'école. Donc, il vient, il s'assoit 3 ans, il est là et il prend de l'âge. Donc, je pouvais avoir des enfants de 18 ans. Ah oui, 18 ans, 17 ans, en 4e année. Et ces enfants-là, il fallait les aider à sortir de ces situations-là. Et en plus, si c'est des enfants qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de documents, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Non seulement il faut qu'ils reprennent confiance en eux, il faut qu'ils comprennent que ils doivent aller à l'école, il faut qu'ils trouvent leur chemin, parce que du coup, ils perdaient confiance en eux, parce que si au bout de 2 ans, tu n'es pas admis en classe, tu n'as pas de bons résultats, tu te dis, bon, moi, je suis rien du tout, et puis tu restes là un peu, tu t'embourbes en quelque sorte. C'est des enfants sur qui il fallait que je travaille, moi, je travaille, je conseille beaucoup mes élèves. Souvent en récré, quand je constate qu'il y a un qui n'est pas bien, je le prends à côté, on discute. Qu'est-ce que tu veux faire? Surtout pour ceux qui sont très âgés. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît? J'avais une année, une fille à qui j'avais demandé qu'est-ce que tu aimerais faire, parce que j'avais constaté qu'elle ne comprenait, j'avais l'impression qu'elle ne comprenait rien en classe du système général dans lequel elle était, du système scolaire dans lequel elle était. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Même à regarder en souriant, elle me dit, j'aime bien faire de la couture.
Quand j'ai ma tata au marché qui fait de la couture et ça m'intéresse. J'aime ça, j'aime la voir faire ça et je vais m'asseoir souvent au marché juste pour la regarder. Et tout de suite, j'ai détecté vraiment, j'ai vu cet enfant avoir un éclat sur son visage, enfin quelque chose qu'elle pouvait faire qui pouvait lui redonner de la valeur. Et ça m'a, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être réorientés, qui n'ont plus leur place chez nous et qui ont besoin d'être réorientés. Non seulement les parents n'ont plus la capacité de faire des choses, de subvenir à acheter des cahiers chaque année, des inscriptions, des livres, etc. Mais ces enfants-là pouvaient être réorientés aller apprendre sur le tas, la couture, la maçonnerie, je sais pas, des métiers, plusieurs autres métiers en fait. Donc c'est ce genre de situation là. Au fil des temps, j'ai appris ça, ça a durci mon front. J'ai compris que être enseignante, c'est pas forcément toujours pédagogique. Oui. Qu'il y a beaucoup de choses, il y a du social, il y a beaucoup. En fait, c'est un don de soi. C'est un don de soi. Tu dois donner de ton temps, tu dois écouter, parce que ces personnes viennent avec des problèmes, ces personnes viennent, tu vois des résultats scolaires, et même c'est l'une des choses, quand j'ai connu des difficultés, quand j'ai vu des choses qui me plaisaient pas dans le métier, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants échoués, j'ai commencé à avoir des pourcentages qui n'étaient pas bien du tout, parce que sur 70 élèves, si tu en as 30 qui échouent, si tu en as 40 qui échouent, tu te poses des questions, tu cherches à savoir. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment les enfants qui n'avaient pas de suivi, qui ne pouvaient pas tout avoir les documents pour étudier à la maison, des enfants même qui venaient mal parce qu'ils n'avaient pas mangé. Moi, j'ai dû acheter à manger à des enfants. Parce que comme j'ai mon rituel, quand je vois que quelqu'un n'est pas bien tout le temps, j'appelle et puis je te demande ce qui ne va pas. Et je sais que souvent au début c'est dur, il ne parle pas, mais au fil du temps il s'ouvre et il me dit j'ai faim. Une fois, il y a une qui m'avait dit j'ai faim. J'ai faim. J'ai compris que l'enfant n'avait pas d'autres problèmes, n'avait pas besoin de savoir 24 divisé par 2, combien ça fait. Non, il avait faim. Donc j'ai acheté à manger à cet enfant, il a mangé et au bout de la journée il était bien. Donc ce métier-là, voilà, les moments difficiles ont été ces moments-là où j'ai vu des élèves échouer, malgré le fait qu'on pouvait expliquer des leçons, les résultats n'étaient pas toujours bons, où j'ai vu des élèves, j'ai eu des effectifs compliqués, où il fallait gérer, il fallait essayer de racoler les deux bouts à chaque fois, où j'ai vu ces classes-là, quand il pleut, on est obligés tous de se rassembler dans un coin de la classe, parce que les structures ne répondaient pas toujours aux normes. Et voilà quoi. Parce que la pluie tombe dans la classe. Parce que la pluie tombe dans la classe. Ouais, c'est des difficultés qu'on a rencontrées. Et on se dit, bon, voilà quoi, tout ça, ça fait partie du métier d'enseignant. Et voilà, chez nous, et puis voilà quoi. Mais quand on t'écoute, on voit que tu es une grande passionnée et que tu fais sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces enfants. Oui. Comme je disais, j'avais pas vraiment cette vocation-là, mais à la longue, j'ai appris. Je pense que ceux qui m'ont fait aimer ce métier sont ces êtres-là, ces enfants. Vraiment être au contact de ces personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est trop bien, c'est juste magique, c'est juste bien quoi. Et ça, le fait d'être au contact de ces enfants au quotidien, voilà, ça m'a énormément touchée. Ça, une fois, il y a une élève qui s'était blessée dans la cour et je suis allée porter cet enfant parce qu'elle jouait et elle s'est fait mal. Et après, le directeur m'a chargé d'emmener cet enfant à l'infirmerie. Je l'ai emmené à l'infirmerie. C'était pas mon élève. Je tenais les 4e années. L'élève était en première année. Et à l'infirmerie, j'ai acheté un sandwich à la petite. J'ai acheté un jus de fruits, on est resté là, on a attendu les infirmières, on l'a soignée. Et les fois qui ont suivi, elle est restée quasiment dans ma classe toutes les récréations. Et après, une fois, je rentrais chez moi et lorsque je suis montée dans ma voiture,
Elle s'est accrochée à ma portière, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, tu es ma maman. Oh. Tu es ma maman, tu es ma maman. J'étais tellement, le directeur a dû venir la prendre. Elle a dit non, je veux rien entendre, je veux aller avec ma maman. Je veux aller avec ma maman. C'est autant de scènes qui te font vraiment, ça fait partie des choses qui me touchent énormément. C'est que ces enfants voient en moi une figure maternelle. C'est-à-dire le fait qu'ils soient, et ça c'est important parce que quand tu transmets maintenant la connaissance, ça passe mieux quand ils voient en toi une maman en fait. C'est vrai que la maman aussi elle chouchoute beaucoup, mais c'est genre maman avec le bâton et la carotte en fait. Dans le sens que quand il faut être dur pour travailler, je le fais, et quand il faut être très tendre pour les aimer, pour les comprendre, pour les écouter, je le fais aussi très bien. Mm-hmm. Voilà. Et face à toutes ces difficultés finalement que tu vois au quotidien, on peut quand même se demander où est-ce que tu puises ton énergie? Oui, mon énergie, je la puise en Dieu, parce que je suis chrétienne. Je suis chrétienne et je suis chrétienne depuis longtemps. Je crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu. Je pense que mon énergie, premièrement, je la puise en Dieu. Et je la puise également dans ma famille, auprès de ma famille. Parce que j'ai eu cette grâce, j'ai ce privilège d'avoir des enfants merveilleux et un mari adorable. Lorsque je rentre à la maison, je peux avoir passé une journée difficile dans une salle de classe qui fait chaud, où il fait chaud, dans une salle de classe où il fait chaud, qui chauffe quand il est midi, 13h. Les odeurs sont pas toujours au rendez-vous, les gens transpirés, c'est pas toujours gai. Mais quand j'arrive chez moi et que je rencontre ma famille, je vous assure, c'est une bouffée d'air que vous ne pouvez pas imaginer. Ces enfants me font du bien, ce sont des enfants adorables, mon mari. Vraiment, c'est là-dedans que je puise ma force. Et quand je me réveille le lendemain, allez, je suis forte pour le jour qui suit. Est-ce que je pourrais te demander s'il y avait une chose dont tu aimerais me parler, la plus belle chose peut-être que tu aies pu vivre avec tes élèves, une histoire, une anecdote, quelque chose de beau dont tu aurais envie de partager? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je disais, ça n'a peut-être pas un lien avec la pédagogie, mais c'est le fait que ces enfants voient en moi une mère. Ça me touche énormément. Et aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont commencé, que j'ai enseigné avant, qui sont à l'université aujourd'hui et qui continuent de me demander des conseils. C'est des adultes, mais qui continuent de chercher mon numéro pour me demander des conseils. Ça me touche énormément. Je me dis, je donne en fait, je suis importante, j'ai une place dans la vie de ces enfants. C'est-à-dire, c'est des enfants que j'ai enseignés il y a 5 ans, mais qui pensent à m'écrire parce qu'ils traversent une situation, parce qu'ils sont amoureux, ils veulent savoir comment faire, parce qu'à l'école, c'est un peu compliqué, ils veulent des conseils, etc. Donc ça me touche énormément et c'est là ma joie en fait, parce que j'ai l'impression qu'à la longue, j'ai une grande et belle famille. J'ai tout plein d'enfants dans le Gabon en fait. Donc c'est ça en fait, c'est ça ma plus grande joie. Et quand je m'assois, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est de savoir que ces enfants se sont attachés à moi. Il y a des enfants aujourd'hui que j'ai presque adoptés entre guillemets, qui me fréquentent, qui étaient mes élèves, qui n'arrivent pas à se détacher. Ils n'arrivent pas. Même les parents me disent, mais comment tu fais? Pourquoi cet enfant t'aime tant, quoi? Ça, c'est quelque chose ça fait boum dans le cœur. Je disais dans l'introduction que tu es sur tous les fronts. Tu es chanteuse à tes heures perdues, mais pas que. Tu es musicienne, comédienne, et tu es aussi engagée dans une association pour aider les jeunes mamans. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tous les à côté et insister peut-être un peu plus sur l'association dans laquelle tu fais partie? Alors,
Je ne dirais pas que c'est une association en tant que telle, mais on va vers cela. On s'occupe des enfants, des jeunes filles mères, parce que tout le long de ma carrière, j'ai constaté que souvent, au moins tous les 2 ans ou sinon chaque année, il y a toujours une fille enceinte dans les classes que je tiens. Comme je tiens souvent les grandes classes, c'est des filles de 13 ans. Les grandes classes, c'est-à-dire CM1, CM2 CM1, CM2. Et c'est souvent là où on retrouve les filles enceintes à une certaine période de l'année. Elles prennent des grossesses, etc. Et ça, à chaque fois, ça me plaisait pas. Pas plus tard que l'année qui vient de passer, il y avait une fille enceinte dans ma classe, et voilà. Et ça, pour moi, c'était une grossesse de trop. Pour moi, je ne concevais pas que les enfants que j'ai eus toute l'année, il y a une qui est de famille pauvre, qui a du mal à déjà se trouver dans sa scolarité. Cette fille va encore prendre une grossesse quelque part. Donc, je me dis, je veux aider les jeunes filles mères qui sont allées avoir des bébés pour aider dans l'accompagnement, et celles qui n'ont pas encore de bébés, qui sont jeunes filles et qui ont besoin d'informations sur la sexualité, sur voilà, toutes ces relations garçon-fille, etc., de commencer à conseiller, les encadrer, parce que souvent ces grossesses précoces font que les enfants n'arrivent plus à avoir leur scolarité normalement. Elles arrêtent souvent l'école, elles arrêtent d'apprendre, voilà, ça perturbe en fait leur scolarité. Donc pour régler le problème, je me suis dit, il faut qu'on mette en place cette association. On a commencé à travailler et on va à la longue créer carrément une association avec tout ce qu'il faut pour aider les jeunes filles à pouvoir s'assumer, parce que plusieurs fois, je vous assure, plus d'une fois, en tout cas 2 fois par là, j'ai reçu à la maison, chez moi, des élèves que j'avais eus dans les années antérieures, que je n'avais plus, qui sont arrivés chez moi avec des bébés. Oui, qui ont cherché où je vis. J'ai une fois, j'étais à la maison et j'ai entendu cogner, je suis allée, et là, je vois une jeune fille que j'avais tenue dans les années en 2009, 2010, qui avait un bébé. Elle avait un bébé, je l'ai reconnue, j'ai dit mais c'est qui? Elle m'a dit non, c'est mon bébé. Et l'enfant était tellement, physiquement, l'enfant était tout maigre, avec un petit ventre, il était pas bien. La maman aussi n'était pas bien physiquement. Et là, elle m'a dit, j'ai dit, c'est ton bébé? Oui, j'ai eu un bébé, mais le papa n'en veut pas. Le père de l'enfant a dit, il élève, il veut pas s'occuper de ça. Et mes parents aussi, ils sont pauvres, ils peuvent pas, voilà, s'occuper de moi et de l'enfant. Du coup, je me débrouille, je demande un peu l'argent par-ci, par-là. Et là, elle venait me demander de l'argent pour l'aider. Et ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit non. Et ces jeunes filles-là, si on peut aider les jeunes filles à voir avant qu'il faut se préserver ou alors qu'il faut faire attention, ce serait bien. Et maintenant, quand elle a un bébé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir assumer ses responsabilités, pour pouvoir continuer dans une formation, si elles peuvent plus aller à l'école, dans l'enseignement général, comment faire une formation et comment l'accompagner si elle manque de moyens, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut, voilà, c'est ce genre de programme que nous voulons avoir dans notre association. Aider les jeunes filles, les accompagner, parce que souvent plusieurs d'entre elles ne peuvent pas s'assumer. Je connais une jeune fille qui en a 4, qui était l'une de mes élèves, qui en a 4 et qui ne s'en sort pas parce qu'elle n'a pas de travail. On a fait des tentatives, on a essayé de trouver du travail à gauche et à droite, mais ça n'allait pas souvent parce que le salaire ne suivait pas et elle ne s'en sortait toujours pas. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train de travailler pour qu'elle ait un travail, voilà, pour pouvoir assumer sa petite famille. Et elle n'a pas de soutien. Et les papas ont refusé d'en prendre soin. Les papas des enfants. Elle est seule. Et elle est orpheline. Voilà. Du coup, c'est ce genre de cas que nous avons sous la main et on a besoin que ces filles ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées, leur dire comment s'assumer, comment chercher du travail, voilà, s'il faut aller en formation, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, comme ça je vois comment l'inscrire quelque part et voilà quoi.
Et du coup, l'idée de créer cette association t'est venue parce que grâce à ton métier de maîtresse, finalement, parce que tu t'étais rendu compte de ces difficultés. C'est en étant au contact de ces enfants que j'ai vu la difficulté, j'ai vu le problème, et je me suis dit, ça peut pas rester comme ça. Tellement ça me faisait mal, je me suis dit, non, ça peut pas me faire mal pour rien. Ça veut dire que quelque part, il faut que je fasse quelque chose. Il y en a qui sont indifférents devant des situations, mais moi, je n'étais pas indifférente du tout. Limite, si j'allais pas chercher chez les filles en question lorsque j'apprends qu'une fille est enceinte et qu'elle ne vient plus en classe, quoi. Donc, je me suis dit, ça me fait pas mal pour rien, ça me dérange pas pour rien. Ça veut dire que quelque part, il faut que je me bouge pour aider ces personnes. Donc, c'est ce que j'essaie de, enfin, c'est ce que je fais, et que à la longue, on veut essayer de constituer en association avec toutes celles qui veulent bien. Pour l'instant, je travaille et avec les femmes de mon église pour pouvoir aider ces jeunes filles-là et voir comment étendre la chose sur la ville, etc. Voilà. D'accord. Donc, tu es aussi chanteuse. Est-ce qu'on peut aussi parler de ça, puisque tu as un groupe de musique, si je me trompe pas. Tu as même sorti un CD. Oui, j'appartiens à un groupe. Le groupe s'appelle Ecclesia et je chante du gospel. J'appartiens à une famille de chanteurs. Tout le monde chante chez moi. Tout le monde joue d'un instrument. Et voilà, je n'ai pas dérogé à la règle. Je suis chanteuse. Je chante, mais je chante à l'église. Je suis chantre à l'église. Donc, dans le cadre de mon groupe, on a sorti un CD. Le CD est intitulé Les Cougas. Vous pouvez le trouver sur nos plateformes, Ecclesia Les Cougas. Vous aurez nos clips là-bas. Donc, je suis maître de chœur dans ce groupe. Maître de chœur. Et puis voilà, quoi. D'accord. Ça fait partie de mes passions. Oui. Quand tu dis on peut trouver sur les plateformes, c'est sur YouTube? Sur YouTube, voilà. D'accord. En tout cas, c'est à se demander comment est-ce qu'on peut être mère de 5 enfants, gérer aussi bien son métier de maîtresse, être chanteuse aussi le week-end et avoir du temps à donner aux autres dans une association pour aider les jeunes filles. C'est vraiment à se demander comment tu fais. Tu m'inspires beaucoup, vraiment. C'était un plaisir de t'écouter. Si tu es d'accord, je te propose qu'on termine cet épisode par un petit chant, vu que tu es chanteuse, pour qu'on découvre un peu le son de ta voix. Oui, avec plaisir. Je vais chanter un chant qui est d'ailleurs dans le CD de notre CD, Les Cougas, qui veut dire revenez. C'est une invitation en langue du sud-ouest du Gabon. Et dans ce chant, j'ai le titre de ma chanson qui a été, je l'ai écrite en 2010. Le chant, c'est Mavo et Ning, je te donne ma vie. Et je te donne ma vie, c'est donner sa vie à Dieu. C'est-à-dire donner sa vie à Dieu, c'est savoir donner sa vie pour les autres, savoir aimer les autres. C'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que être un instrument de Dieu sur cette terre pour aider les autres. Donc c'est un peu ça. Je vais le chanter. Onu ening tame, onu atome dame, mavo ening azambe ome, mavo ening azambe ome, mavo ening tame, mavo ening tame. Onu ening tame, onu atome dame, mavo ening azambe ome, mavo ening azambe ome, mavo ening tame, mavo ening tame. Onga koruma namalugua, oh, onga koruma nama edmadona, oh, oh, edmadona namakanwa. Yes. Ah, merci Félix. C'était magnifique. C'était magnifique. Merci. Ta voix est incroyable. Ta voix est dingue. Merci. Alors, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment, Félicité. Merci beaucoup. Du fond C'est du moi. cœur.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt sur Hello Africa.